Ouais, c'est vraiment pas facile d'être sculpteur. Il y a plein d'outils, plein de types de bois. Ouf, c'est... Non, c'est... J'aurais voulu être sculpteur, mais c'est beaucoup trop difficile pour moi. Par contre, je connais quelqu'un qui est vraiment une très bonne sculpteur, c'est-à-dire Mme Françoise Lavoie, que je vous présente à l'instant. Mme Lavoie habite Sainte-Anne-de-Beaupré. On est entouré de légendes du Québec. Comment vous est venue l'idée de travailler les légendes du Québec? Eh bien, quand on a pris la relève de l'atelier de M. Paré, c'est sûr que le musée n'existait pas. Et là, on s'est dit, bien, étant donné que M. Paré ne serait plus ici personnellement, bien, ce serait important qu'il y ait une œuvre majeure de lui pour le représenter. Et c'est à ce moment-là où on a dit à M. Paré, attendez, il faut faire quelque chose de grand, une murale qui fait de plafond à plancher, de mur à mur. Et lorsqu'on s'est assis pour choisir le sujet, on s'est dit, si on parle de l'art religieux, il y a déjà la basilique, il y a le musée historien, on parle déjà un peu de tout cet aspect de l'art de la sculpture. Et on se disait, si on représente la nature, bien, on a déjà le Mont-Sainte-Anne qui parle de la nature, le Cap-Tourmente, où on a l'arrivée de l'Oie-Blanche, et Quatre-Chutes, on a une région exceptionnelle au niveau de la nature. Mais on se disait, il n'y a personne qui parle de c'est quoi la joie de vivre. C'est quand les touristes viennent sur la côte de Beaupré et qui veulent savoir qui sommes-nous en tant que peuple québécois, c'est quoi nos valeurs, c'est quoi, qu'est-ce qu'on aime, de quoi est-ce qu'on se parle. Et c'est à ce moment-là qu'on est venu sur le sujet de faire des légendes québécoises. Très, très bonne idée. Et je vois, il y a différents tableaux. Une légende, c'est grand, il y a plusieurs éléments dans une légende. Comment vous faites pour dire c'est cet élément-là que je vais représenter dans la légende? Bien, premièrement, une légende, contrairement à un conte normalement, tu as des épreuves et tu as des outils pour essayer de surpenser les épreuves. La légende se rattache toujours à quelque chose qui s'est passé quelque part. Et ce fait-là, comme il est raconté parce que c'est de l'art oral, bien, il est amplifié. On met un petit peu de la décoration alentour et dépendamment de son auditoire, on l'adapte un peu à l'auditoire à lequel on raconte l'histoire. Et ça nous donne des outils pour expliquer le monde dans lequel on vit, pour nous donner des outils aussi pour passer à travers de certaines épreuves. C'est comme pour dire, bien, fais attention, si tu fais ça, bien ça risque de t'arriver. Donc, c'est un petit peu notre système de valeurs et des outils pour expliquer le monde dans lequel on vit. Je vais vous poser une question un peu plus difficile pour un artiste de dire, puis j'aime ça la poser, est-ce qu'il y a une légende que vous avez peinte que vous avez appréciée plus que toutes les autres? J'aime bien la légende de la Dame Blanche. Et d'ailleurs, j'ai déjà, par la chute Montmorency, personnifié ce personnage de nos contes québécois. Et je trouvais que c'était une belle histoire romantique de la belle jeune fille qui est amoureuse et ça parle aussi de l'histoire de Québec parce que durant la bataille de Beauport, bien, son fiancé avec lequel il y avait les bancs avaient été publiés pour annoncer l'annonce prochaine de leur mariage. Donc, il a été mortellement atteint durant cette courte bataille. Alors, la jeune fille qui était perdue, qu'elle pleurait son fiancé, perdue à tout jamais, mais on dit qu'elle se promenait en haut de la chute et un soir, plus personne ne l'a revue. Alors, on dit que les soirs de pleine lune, quand tu regardes la chute, tu vois apparaître la forme de la Dame Blanche. Alors, pour moi, je trouve que c'est un aspect romantique de cette légende-là, d'un amour, d'un jeune couple. Alors, moi, elle me fait vibrer un peu, cette légende-là. Dans votre métier, ce qui ne va pas être toujours facile, c'est de se renouveler. Est-ce qu'actuellement, vous travaillez sur un projet particulier? Oui, présentement, je suis en train de faire une série de portraits sur des femmes qui ont fait des choses d'exception ou des sujets qui ont rapport aux femmes. Alors, le point de vue de la femme sur ça. Alors, j'ai commencé cette collection-là, ça fait quelques années, parce que ça prend du temps. Quand je fais un tableau, c'est au moins 150 heures, donc 1 à 2 mois par tableau. Donc, je fais des portraits et à l'arrière du tableau, j'écris toujours plein de notes et des choses sur les sujets qui ont rapport à ce tableau-là. Et j'écris aussi les moments de l'actualité, qu'est-ce qui se passait au moment où je faisais le tableau, parce que je trouve ça intéressant à un moment donné qu'éventuellement, dans 5, 10, 15, 20 ans,
payer plus, on pourra en discuter et en parler. Alors, je suis en train de travailler sur cette collection-là. Donc, comme vous dites, vous gardez une note de ce que vous faisiez à ce moment-là, en lien aussi, si la personne... Est-ce que c'est des gens qui sont toujours vivantes? Non, en grande partie, je prends des gens qui sont décédés. Parce que des gens qui sont vivants, bon, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer encore. Ah, je comprends. Alors, je prends des gens qui sont vraiment... bon, en exemple, Thérèse Casgrain, qui a donné le droit de vote aux femmes et qui était aussi de notre région. Le domaine Forget, dans le fond, c'était son mari, son père, qui était de Charlevoix. Donc, je trouve ça important. J'ai fait aussi Gladys West. Bien, Gladys West, c'est à cause d'elle qu'on a le GPS sur nos téléphones. C'est elle qui a trouvé les données satellites pour pouvoir faire fonctionner ça. Alors, je prends des gens de différents âges, différents milieux, différentes nationalités. Présentement, je travaille, je vais vous montrer ça tout à l'heure à l'atelier, sur Mahal Taraj, parce que c'est elle d'après elle qu'on a fait le Taj Mahal en Inde, donc pour représenter l'amour infini. Alors, ça, je trouve ça important de parler d'elle et... Enfin, plusieurs tableaux. Et un jour, je vais faire une exposition pour montrer tous ces tableaux-là. Est-ce que vous avez un nombre précis en tête d'œuvres que vous désirez faire ou vous vous laissez une grande lassitude de ce côté-là? Oui, je me laisse aller. Présentement, je suis à mon 15e tableau. Alors, pour faire une exposition qui aurait de l'allure, peut-être qu'entre 15 et 20 tableaux pour que ce soit vraiment significatif. Alors, je continue à travailler sur la collection. Pour un néophyte comme moi qui ne connaît pas du tout la sculpture, quelles sont les difficultés qu'un sculpteur va avoir à rencontrer? Parce que c'est quand même quelque chose de très précis. Parlez-nous de ça, justement, de ces... Bien, moi, je pense qu'à la base, la sculpture, c'est 80 d'observation. Il faut savoir regarder et voir au-delà de la personne. Alors, après ça, la technique, bien, c'est premièrement un bon bois. Il faut un bois séché de première qualité. Alors, il ne faut pas qu'il y ait de nœuds dedans, il ne faut pas qu'il y ait de résine. Donc, il faut vraiment une première qualité de bois. Et les bois qu'on utilise le plus, c'est soit le tilleul ou le pin. Moi, personnellement, je préfère le tilleul. Donc, c'est avec ça que je travaille. Des outils bien aiguisés. Il faut vraiment des couteaux qui soient vraiment très, très, très bien effilés. Et après ça, bien, c'est de comprendre son dessin, de le reproduire sur le bois et de tranquillement de le faire sortir du bois. Alors, c'est toujours une surprise à la fin de dire qu'on commence avec une planche de bois et qu'on fait sortir un personnage à travers de ça. C'est vraiment spécial. Vous parlez donc qu'il y a des bois plus faciles. Ça, est-ce que c'est à force d'en expérimenter quelques-uns que vous avez vu que c'est le tilleul qui était plus facile pour vous? C'est parce que comme je fais de la sculpture, c'est dans les bois qui sont les plus faciles pour la sculpture. Si je fais, admettons que j'ai une machine à tour, bien là, il va falloir que je prenne un bois dur. Beaucoup de gens viennent ici puis ils aiment voir une sculpture naturelle. Mais les gens ont tendance à vouloir cogner. Ah, c'est du bois, c'est du beau bois. Les gens s'arrêtent à la matière. Mais en mettant de la couleur sur des tableaux, bien là, les gens voient apparaître la forme et l'histoire. Alors nous, comme on veut raconter quelque chose et on veut que les gens voient ce qu'on veut raconter, alors pour nous, la peinture ajoute un plus à la sculpture. Quand vous faites cette préparation de votre œuvre, tout ça, est-ce que déjà vous avez en tête le type de couleur que vous allez placer ou vous faites, c'est au fur et à mesure que là, vous voyez telle couleur va bien représenter? Comment vous travaillez? Je fais l'assortiment des couleurs et dans beaucoup de mes tableaux, si vous observez, j'inclus ma fille. Alors, quand elle était plus petite, ses cousins, ses cousines, j'ai ma belle-mère aussi. Et on dit souvent que les sculpteurs se reproduisent. Alors, ça arrive souvent que dans des tableaux, bien, il y a des personnages qui vont nous ressembler plus que d'autres. Et les personnages d'hommes, il y en a beaucoup qui ressemblent à mon mari parce que c'est l'homme que je vois le plus dans ma vie. Alors, on note ça souvent dans les sculptures et les peintures de personnes. Est-ce qu'éventuellement, en parlant de tout ça, est-ce que de faire un autoportrait, soit de vous, de votre mari, est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête éventuellement? J'en ai fait un dans ma série des femmes avec ma fille. Et la raison, c'est que je l'ai fait avec la fontaine de Tourny. Parce que le 3 juillet 2008, on sait que la famille Simon a donné une superbe fontaine à la Ville de Québec en cadeau. Et le matin du 3 juillet, dans le journal,
Ils ont mis des photos de la fontaine de Tourny à différentes saisons, de différentes façons. Et la seule photo où il y avait 2 personnages, c'était la photo de moi et de ma fille, le matin du 3 juillet. Alors, j'ai gardé ça, j'ai mis ça à l'arrière du tableau, c'est tout bien expliqué. Et je me suis dit, dans 100 ans, quand ils vont fêter le 500e et qu'ils vont regarder qu'est-ce qui s'était passé lors du 400e, et s'ils reçoivent le journal, bien, ils vont voir la photo de ces 2 personnes-là, la fontaine de Tourny, et qui sont-elles? Voilà. Alors, c'est vraiment intéressant. Oui. C'est vraiment... Alors, c'est pour ça que je l'ai fait, parce qu'il y a une histoire en arrière. Ça peut prendre combien de temps faire une œuvre qu'on a derrière vous? Est-ce que c'est variable ou quand vous commencez un travail, vous dites, bon, ben j'en ai pour 1 mois? 1 mois à 2 mois. OK. Alors, donc, pour une œuvre comme ça, là, parce qu'il faut la recherche, il faut faire les dessins, il faut préparer le bois, il faut faire la sculpture, la peinture, la finition. Alors, donc, ça prend au moins entre 1 mois, 2 mois, des fois 3 mois. Il faut dire aussi qu'ici, à l'atelier, on fait aussi beaucoup de sculptures souvenirs, de la petite pièce. Alors, on ne fait pas que de grandes œuvres artistiques, on fait beaucoup de petites œuvres artisanales parce que c'est le gagne-pain quotidien. C'est ça, les gens maintenant qui viennent visiter l'atelier, qui veulent ramener un petit souvenir authentique, fait à la main, vraiment typique d'ici. Alors, ils veulent quelque chose qui n'est pas trop gros, qu'ils peuvent emporter facilement. Et ça devient un produit culturel parce que derrière chaque objet, il y a une petite histoire. Alors, quand ils remettent le cadeau à la personne en arrivant à la maison, ils ont une histoire à raconter en même temps. De ramener ça de façon, on pourrait dire, plus miniature, est-ce que c'est plus difficile pour vous? Comment vous avez à travailler le tout quand vous tombez d'une grande œuvre, comme on voit, avec des éléments plus... Moi, j'ai beaucoup de respect parce que c'est notre gagne-pain quotidien. Alors, la petite œuvre, de faire des petits objets, des épinglettes, des petites boucles d'oreilles, des décorations de Noël pour mettre dans le sapin de Noël, j'ai beaucoup de respect pour chaque petite pièce qu'on fait. Elle est faite à la main parce qu'on ne peut pas mouler ça, qu'on ne peut pas faire ça. C'est tout fait un à une à la main, peint à la main, une à une. Et j'ai beaucoup de respect parce que c'est ça qui nous fait vivre. Ce ne sont pas les grandes œuvres. Et la plupart des musées veulent les grandes œuvres gratuitement. Alors, Est-ce qu'il y a un public que vous visez en particulier? moi, je vise tout le monde qui vient ici. Tout le monde est bienvenu de venir nous visiter, de découvrir l'atelier parce que vous savez que l'atelier a fêté il y a quelques années le 75e anniversaire. Donc, on a été créé en 1943. Alors, depuis le nombre d'années, la clientèle change, varie. On est dans un secteur touristique d'importance avec la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré et le Mont-Sainte-Anne. Donc, on espère que les gens vont prendre la vieille route pour venir nous découvrir. On est sur l'avenue Royale, qui est la plus vieille route rurale au nord de l'Amérique. C'est ici où vous avez toute l'évolution de la maison canadienne. Vous avez des caveaux à légumes qui ont été rénovés avec la Société d'histoire et de patrimoine il y a quelques années. Alors, c'est vraiment un coin exceptionnel à découvrir et vous pouvez venir nous rencontrer. Ça va nous faire plaisir de vous faire visiter l'atelier. Qui prend pays, prend coutume. Alors, quand on est venu et qu'on a pris la relève de M. Paré, bien naturellement, on l'a observé beaucoup au début parce qu'il venait à l'atelier, il faisait quelques œuvres et on pouvait voir un peu et apprendre. Et à un moment donné, M. Paré restait toujours en haut et j'arrivais en bas et je m'essayais à sculpter. Et à un moment donné, le matin, quand j'arrivais pour voir ma pièce, bien, je voyais qu'il y avait des trucs de crayon dessus. Ça voulait dire que M. Paré l'avait regardé le soir, puis qu'il disait, bien, travaille ce coin-là ou travaille cet aspect-là. Alors, c'est un petit peu de cette façon-là qu'on apprend à sculpter, puis en l'écoutant, puis en le regardant faire. Alors, c'est comme ça qu'on a développé l'affinité pour le faire. Et on parle de quelles années à peu près que vous avez débuté? On a pris la relève dans les années 85-86. Donc, au tout début, et c'était les années exceptionnelles au niveau touristique. Okay. Écoutez, à la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré, il y a 1 million de visiteurs. Donc, si on avait 10 on avait au-dessus de 100 000 visiteurs dans les premières années quand on est arrivé ici, là. Alors, c'était vraiment quelque chose de vraiment très vivant. Et avant cette arrivée-là, est-ce que vous aviez déjà commencé à sculpter, à travailler, à faire de la peinture? Je viens de l'industrie touristique. Je travaillais en touriste, donc j'arrêtais ici avec mes visiteurs sur le chemin en me rendant à la basilique.
Alors, c'était un des arrêts touristiques, de même que chez Marie, pour le pain de ménage, les cuivres d'or Albert-Gilles, la chute Montmorency. Donc, c'était un des arrêts. Et je connaissais M. Paré de cette façon-là, parce que je lui donnais une promotion, j'en parlais à mes visiteurs. Et à un moment donné, on a su que je cherchais une relève. Et je cherchais un endroit, dans le fond, pour pouvoir avoir mon travail à la maison, parce que j'attendais ma petite fille. Alors, donc, j'ai eu ma fille en 87 et donc, c'est de fil en aiguille aussi que j'ai appris à sculpter parce qu'en prenant la place, moi, c'était mon endroit principal pour sculpter, travailler et recevoir des visiteurs. Est-ce que vous êtes un peu une pionnière dans le domaine? Ah, bien, pour le moment, dans le secteur ici, c'est sûr que je pense que je suis à peu près une des rares qui sculpte. Il y en a probablement d'autres. Mais je dois vous dire que c'est assez... c'est pas commun parce que quand on a des visiteurs qui viennent et qu'ils arrivent à la hauteur de l'atelier, si je suis à l'atelier et l'été, on a souvent des étudiants qui viennent nous donner un coup de main. S'il y a une question à poser au niveau de la sculpture, bien, ils vont le poser à l'apprenti, aux jeunes garçons, au lieu de me le demander à moi parce que dans bien des gens, ça fait pas partie de leur imaginaire de savoir qu'une femme sculpte. C'est surtout un métier qui est dédié à un homme. Vous devez être vraiment surpris à ce moment-là de voir que c'est tout vous qui avez fait ça, qui avait travaillé le tout? Oui, oui, c'est assez surprenant quand je leur dis, bien, c'est moi qui ai fait cette œuvre-là. Alors, donc, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est pas courant. Donc, votre mentor a été M. Paré. Paré. Il a fait plusieurs œuvres, un peu partout, comme vous disiez, dans les églises, etc. On en a une qui vous tient à cœur. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Oui, on est très, très heureux et contents d'avoir reçu cette magnifique table d'autel qui était à l'époque dans l'église Saint-Esprit, qui est devenue l'école de cirque à Québec. On l'avait déménagée à l'église Saint-Jean-Baptiste sur la rue Saint-Jean et il y a 5 ans, l'église a fermé aussi. Après plusieurs tentatives auprès de l'abbé Gingras, finalement, nous avons eu l'appel au mois de juin. L'abbé Gingras qui nous a dit que le moratoire était levé. Il nous a dit, vous pouvez venir chercher la table d'autel pour la mettre dans votre musée. Alors, c'est avec une grande fierté qu'on vous présente la table d'autel qui était dans cette église-là et dont nous sommes très fiers de l'avoir ici au musée. Vous avez travaillé avec différentes personnes. Est-ce que vous avez plusieurs collaborateurs? Combien de collaborateurs vous avez avec vous à ce moment-là? Surtout ici à l'atelier, c'est avec mon mari. Avec mon mari, on fait beaucoup, comme je disais, de pièces artisanales. Alors, ce qu'il va sculpter, il va me le penser, je vais le peindre. Ça fait que je sculpte et je peins. Mais on fait beaucoup l'objet, la pièce souvenir, on le fait à deux. Alors, c'est une collaboration entre mon mari et moi là, de faire toutes ces pièces-là. OK, parfait. Donc, vous prenez le temps de discuter, un genre de petit brainstorming, comment vous le faites? Bon, ça se fait naturellement. Okay. Je crée beaucoup de petites choses et bon, il va sculpter, puis après ça, bien, je vais le peindre ou je vais sculpter, peindre. Alors, ça se fait en collaboration. Okay. Ça se fait très, très bien. Et vous vous êtes rencontrés de quelle manière? Parce que... bien, mon mari, on s'est rencontrés à Québec quand je travaillais dans l'industrie touristique. L. Scott Kingsland, donc c'est un anglophone. Et très bien pour l'atelier, parce que comme on fait de l'animation, bien, je me concentre beaucoup sur l'animation française et espagnole, et mon mari, bien, fait surtout l'animation en anglais. Je peux la faire aussi en anglais, mais c'est sa spécialité, alors je le laisse aller. Il a un très bon sens de l'humour, les touristes l'apprécient beaucoup, alors donc c'est lui qui fait en grande partie là, l'animation en anglais. Et donc, comme vous dites, avec vous, quand M. Paré revenait retoucher ou dire, est-ce qu'il a fait la même chose avec votre mari également, je suppose? Un peu moins, parce que mon mari, il faut dire, à l'époque des premières années de l'atelier, il travaillait au Cégep Saint-Laurent, qui est le Cégep anglophone à Québec. Donc, c'était surtout un emploi pour moi. Moi, j'étais ici 6 jours sur 7 là, en saison touristique, et mon mari, bien, venait aider là, la fin de semaine, le samedi et le dimanche. Mais c'est surtout moi là, qui a brassé des choses, défait des murs, monté le musée. Étant donné que je travaillais dans l'industrie touristique, je savais pertinemment que les autobus n'arrêtent pas pour juste une boutique. Alors, il faut que tu aies quelque chose de consistant à leur offrir. Et c'est pour ça qu'en faisant les légendes québécoises, on a développé une animation. Donc, les gens viennent ici, on leur parle de 4 des légendes québécoises les plus connues. Après ça, ils font le tour de la galerie, voient d'autres œuvres de M. Paré, de nos œuvres. Ils s'arrêtent à l'atelier, ils peuvent observer de quelle façon on travaille, nous poser des questions sur les bois, les outils.
Et il y a une petite boutique de tentation parce que naturellement, il faut vivre. Alors, donc, on met toutes sortes de tentations dans la boutique. Donc, les gens ont la possibilité de vous voir travailler aussi Absolument. pour voir de quelle manière vous faites les différents Oui, éléments. on le fait devant eux. Alors, on peut sculpter devant eux, on a l'habitude. Alors, on ne sculpte pas caché, puis on le vend quelque chose, on le fait devant eux. Et on a aussi un beau jardin que les gens peuvent découvrir à l'extérieur, où on a des sculptures, et on espère aussi développer cet aspect-là, étant donné que présentement, c'est plus difficile dans les espaces intérieurs restreints. Alors, on espère peut-être mettre plus d'emphase dans les prochaines années sur l'aspect extérieur pour pouvoir faciliter une visite de musée extérieur. Est-ce que, vous avez parlé de votre conjoint, est-ce que vous avez eu à collaborer avec d'autres sculpteurs ou d'autres artistes avec le temps? Oui, on a fait une démonstration de sculpture sur le terrain de l'église anglicane Haut-les-Trinités avec Jean Leclerc, qui est un des très bons sculpteurs aussi. Okay. Donc, on a fait différentes collaborations comme ça. Mais en grande partie, c'est nous qui sculptons là, ici à l'atelier. Puis si on a des démonstrations à faire, exemple, mon mari en a fait à l'intérieur du Château Frontenac lors de la période des fêtes. On avait une table, donc il pouvait s'asseoir et sculpter des décorations de Noël. L'an passé, on a fait un au manoir Montmorency pour une organisation. Alors, on sculptait une petite maison de Noël décorative et chaque personne du congrès recevait une petite maison en cadeau. Okay. Alors, on espère que peut-être cette année encore, pour le temps de Noël, étant donné que ça a été une saison assez difficile, s'il y a des gens qui veulent nous encourager puis nous commander des choses comme ça, là, des petites maisons décoratives ou des petits objets, ça va nous faire plaisir de faire ça puis de collaborer. Pour quelqu'un qui se demande la différence entre un musée, on peut dire traditionnel, et l'économusée, est-ce que vous pouvez nous dire un peu la différence entre les deux? Oui, les économusées, c'est un réseau qui est maintenant international. Okay. Et les économusées préservent des savoir-faire traditionnels, soit au niveau de l'agroalimentaire ou des métiers d'art. Okay. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est au moyen de la sculpture sur bois. On préserve cet art traditionnel-là en l'adaptant à un produit contemporain, donc un produit que les gens veulent conserver. Exemple, si à l'époque, on avait des madames qui brodaient puis qui faisaient des beaux petits chapeaux pour des bébés, mais aujourd'hui, il n'y a plus de maman qui va acheter ce chapeau-là parce que ça ne fait pas. Donc, tu perds le savoir-faire de la broderie. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu préserves le savoir-faire, mais tu l'adaptes à un produit contemporain pour pouvoir survivre et pouvoir le vendre. D'où le mot économusée, ça vient du mot économique, donc on a comme vocation première de s'autofinancer. Alors, c'est sûr qu'ici, c'est la sculpture sur bois, qui est un métier traditionnel, parce qu'on sait que dans la région, il y a plein de moulins à papier, donc le bois, ça a toujours été une industrie qui a fait vivre plein de gens de nos familles. Et entre autres, à l'époque, on récupérait les meilleurs artisans, les meilleurs artistes pour faire les travaux d'église. Alors, dans les années antérieures, quand on faisait beaucoup d'art religieux, c'était important. Donc, on avait une tradition de grands sculpteurs sur la cour de Beaupré. Exemple, on a Louis Jobin, qui était un des grands statuaires. Bien, son atelier est à peu près une vingtaine de maisons d'ici. Jacques Leblond de la Tour, les frères François et Thomas Baillarger qui ont fait la belle église de Saint-Joachim. Donc, c'était un art traditionnel. Alors, c'est important de préserver ce patrimoine-là et d'en parler, d'en être fiers. Alors, c'est pour ça qu'on a monté le musée aussi, pour que les gens puissent apprécier un de ces grands sculpteurs-là, qui était Alphonse Paré. Et donc, vous êtes, si je comprends bien, au Québec, le seul économusée qui touche la sculpture. Est-ce qu'il y en a d'autres ailleurs? Comment ça fonctionne? Normalement, les économusées, ils préservent un savoir-faire dans le réseau. Il y a déjà eu une discussion, est-ce qu'on peut en avoir 2, 3 du même principe, mais les gens, pour le moment, favorisaient l'unicité de chacun des économusées. Alors, il y a un grand circuit à travers toute la province de Québec. Il y en a plusieurs quand on monte dans la région de Charlevoix. Il y en a sur l'île d'Orléans, il y en a à Québec aussi, à Montréal. Et il y a un réseau international dans tous les pays nordiques, le Groenland, les îles Foréo. Alors, il y a plein d'économusées. Et l'an passé, il y en a un qui s'est ouvert à Haïti aussi. Alors, donc, le niveau international prend de plus en plus d'ampleur aussi pour le réseau des économusées. Et à ce moment-là, est-ce que, comme vous avez parlé d'Haïti,
Est-ce que vous avez pu apporter une contribution quelconque, un peu d'aide par toutes les connaissances que vous avez? Bien, présentement, comment est-ce que je dirais ça? Il y a un bureau, hein, la Société des réseaux d'économie, et il y a des personnes, des professionnels qui sont là et qui, eux, étudient les demandes. Si quelqu'un veut devenir un économusée, donc il y a quelqu'un qui met une demande, ils sont étudiés et le réseau va aller leur aider. Ils ont des professionnels qui les accompagnent. Je veux juste mentionner aussi que c'est suite à la thèse de doctorat d'un monsieur qui s'appelle Cyril Simard. C'est lui qui a implanté cette façon de faire des économusées et nous sommes le deuxième plus vieux économusée. Alors, donc, on est très fiers de ça. Ce qui s'en vient, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les années à venir pour l'atelier, pour vous aussi, en tant qu'artiste? Présentement, bien, j'imagine que c'est un temps difficile avec la COVID-19. C'est pas facile pour les musées parce qu'on est des endroits intérieurs. Et je comprends très bien que les gens veulent visiter des endroits extérieurs, aller dans la montagne, aller voir les oies. Et je le comprends très, très bien. Mais c'est important de protéger nos institutions culturelles. Et pour nous, sur la Cour de Beaupré, c'est une entreprise que, comme je disais, ça fait 78, 79 ans qu'on existe. C'est important de continuer à venir nous visiter, nous encourager. Et comme je disais, on va essayer de développer quelque chose au niveau du jardin à l'extérieur où la distanciation est moins compliquée. Et on essaie aussi pour le musée de commencer à avoir pour une relève. Alors, c'est dans les projets qu'on fait là, pour les prochaines années. Donc, la relève, est-ce que votre fille aurait de l'intérêt? Est-ce que c'est des éléments que vous avez regardés avec elle déjà? Oui, on a discuté avec notre fille. Elle est impliquée au niveau des Amis du musée Alphonse Paré, mais on espère aussi que la région va participer avec nous dans un projet de relève. Alors, c'est ce qu'on regarde présentement pour avoir leur collaboration, parce que pour nous, on considère que c'est une collection régionale. C'est pas juste une collection familiale et particulière, c'est vraiment un patrimoine artistique d'importance pour la région de la Cour de Beaupré. Alors, on espère d'avoir une implication régionale pour qu'on cherche ensemble de quelle façon on peut préserver ce patrimoine-là. Alors, c'est vraiment impressionnant de voir tout le talent qui habite Mme Lavoie. Mme Lavoie qui est une autodidacte vraiment, qui a appris au fil des années à faire de la sculpture de façon incroyable. On vous invite à venir rencontrer Mme Lavoie ainsi que son conjoint, M. Kinsland, à Sainte-Anne-de-Beaupré, à l'Économusée de la sculpture, l'atelier Paré. Donc, c'est un atelier que vous pouvez venir visiter sans problème. J'espère que ça vous a plu et on se revoit bientôt.